Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce numéro de cet écrit, l'émission consacrée aux livres sur la RTB. Ce soir, nous parlons d'une ville cosmopolite, une ville chargée de traditions et d'histoire. Quand on s'installe dans cette ville, pour la première fois, on y reste. Les relations humaines forgées ont pu créer une communauté humaine exceptionnelle, un vivre ensemble dont l'alchimie de valeur n'est pas à s'aborder. Vous l'aurez compris, il s'agit de Bobo Dioulasso. Bobo Dé ni Bobo Sigui, c'est donc le titre de l'ouvrage que je vous présente ce soir. Son auteur, professeur Lazare Dandinou, essayiste, enseignant-chercheur, consultant, passionné pour la communication et pour le changement par les implications internes. Professeur, bonsoir. Bonsoir Fousseni, je suis extrêmement ravi de me retrouver à la maison, parce que la RTB c'est la maison, c'est notre maison nationale. Et tout le plaisir est mien aujourd'hui de partager avec les millions de téléspectateurs cette passion pour le vivre ensemble, cette passion pour l'alchimie des communautés humaines, en prenant comme archétype la ville de Bobo Dioulasso. Vous êtes professeur et vous êtes aussi consultant. Je suis à la base linguiste. D'accord. Je suis un des produits de l'université de Ouagadougou d'abord, Joseph Kizerbo. J'ai fait une maîtrise en anglais. Ensuite, il m'a été donné de faire des masters, de faire un cursus en traduction, interprétation jusqu'au doctorat, jusqu'au PhD. Et comme l'appétit vient en mangeant, je me suis rendu compte que maîtriser une langue, ce n'est pas une fin en soi. Donc, il m'a été donné de faire d'autres études, d'autres cursus en communication, en management, qui m'ont permis d'ajouter plusieurs cordes à mon arc. Oui, voilà. Et aujourd'hui, de façon formidable, vous nous proposez cet ouvrage, Bobo Dé, ni Bobo Sigui, qui est en quelque sorte une sorte d'anthologie de la ville de Bobo Dioulasso. Pourquoi Bobo Dé, ni Bobo Sigui? Bobo Dé, ni Bobo Sigui, d'abord, je tiens à lever un équivoque. Il ne faudrait pas restreindre le paradigme et le portfolio que je dois donner à cet ouvrage en prenant la ville de Bobo. Bobo Dé, ni Bobo Sigui, c'est d'abord une constatation de la possession de valeurs endogènes extrêmement riches, en prenant d'abord cette ville, à l'échelle de cette ville et à l'échelle de notre pays lui-même. J'ai voulu, et c'est pour ça que je tiens à lever l'équivoque, ce n'est pas forcément un livre historique ou un livre sociologique. C'est d'abord un témoignage, une constatation de l'existence d'une communauté humaine, d'une alchimie d'intégration à travers cette ville, qui est un pan de l'histoire de notre pays aussi. Donc, je n'ai pas voulu restreindre ça à un aspect historique. Donc, et déjà, professeur, d'entrée de jeu, vous nous proposez peut-être ce qu'on a de merveilleux à Bobo Dioulasso. D'abord, l'hospitalité. L'hospitalité, parce que je tiens à rappeler d'abord que peut-être que c'est un concours de circonstances. C'est le centre historique de l'Afrique de l'Ouest, Bobo Dioulasso. Et dans les traditions africaines, le centre, c'est la matrice. Et quand on regarde l'évolution socio-historique de Bobo, même socio-anthropologique, sociétale, on voit que Bobo, c'est un concentré de toutes les nationalités, de toutes les ethnies de l'Afrique de l'Ouest, et même au-delà. C'est pour ça que j'ai tenu à marquer le coup en prenant chaque quartier, chaque chapitre, en intitulant chaque chapitre sur le nom d'un quartier. J'ai voulu montrer qu'il était possible, au-delà de toutes les grandes déclarations d'intégration, que de pouvoir magnifier cette intégration que les gens ont fait à la base, en connectant les familles. C'est pour ça que je dis nous sommes une grande famille à Bobo, et au-delà, nous sommes une grande famille au Burkina. Et il est extrêmement important que nous puissions nous en souvenir pour la suite des choses. Parce que ne pas se rappeler de ça... Un modèle identificatoire dont a besoin le Burkina Faso aujourd'hui. Voilà. Parce que je dis et je répète, à l'instar de Bobo, à l'instar d'autres villes du Burkina Faso, c'est pas seulement Bobo, nous avons, sans décrier l'histoire des autres, nous avons une histoire exceptionnelle. Ce pays, je me fie sur les recherches qui ont été faites par des brillantissimes aînés. Ce pays-là, normalement, ne devait pas exister. Ça devait être disloqué entre les pays voisins, voilà. La Côte d'Ivoire, le Niger. Et l'existence de ce pays en soi est déjà un exploit. Et aussi une volonté très forte des ressortissants de ce pays-là d'affirmer cette identité. Et je crois qu'ils ont réussi à le faire, ça. Et ce n'est pas le fait de vivre une période de crise qui, dans l'histoire fondamentale identitaire d'un pays, est un passage obligé. Ne prenons pas les moments difficiles que nous vivons aujourd'hui comme une malédiction.
c'est un mouvement cyclique dans l'histoire des grands peuples. C'est comme ça, il y a des moments difficiles. Et c'est là justement que le génie interne de ce peuple peut agir pour pouvoir lever ces équivoques-là. Oui, autant vous levez des équivoques, autant vous apportez aussi de la lumière, professeur, sur ce qu'on peut avoir de Bobo Dioulasso. Une sorte d'information, de stéréotypes, ou peut-être des idées reçues, des lieux communs qui sont véhiculés sur Bobo Dioulasso. J'ai tenu justement à faire cette étude sociologique. C'est pour ça que j'ai pris vraiment le temps. Entre l'idée de base de cet ouvrage et la maturation, j'ai pris suffisamment de temps. Il y a d'autres ouvrages que j'ai faits. Mais j'ai voulu justement avoir tous les arguments en main. C'est pour ça que je dis, il y a certaines idées qui sont des idées reçues, qui sont des stéréotypes. Mais mes collègues sociologues me confirmeront ça. Lorsqu'un stéréotype existe, ça veut dire que quelque part, soit même un temps soit peu de manière maladroite, peut-être qu'on a participé à conforter ça. Vous voyez par exemple que j'ai vu ce qu'on appelle cette idée de paresse, le Salvatoria Spirit, comme je le dis dans le chapitre 2. Je dis, les valeurs essentielles qui ont conçu Bobo, c'est des valeurs de travail. Quand vous regardez comment Bobo a évolué, et donc justement, peut-être que de manière maladroite, nous-mêmes Bobolais ou nous-mêmes Africains burkinabés avons participé à véhiculer ces stéréotypes. Mais je dis justement, il ne faut pas rester sur ça. Et ça, c'est une démarche extrêmement pertinente à mon sens. Parce qu'il ne faut pas rester sur ce qui ne fonctionne pas. Il faut justement chercher, en puisant dans nos valeurs endogènes, les ressources internes qui peuvent nous permettre de dépasser la crise, de dépasser la difficulté. Et ce diagnostic sans complaisance que vous avez mené sur Bobo et sa société, la communauté humaine qui est créée dans Bobo Dioulasso, vous a permis de pouvoir nous parler de ce qu'on appelle la marque de fabrique de Bobo Dioulasso. Quelle est cette marque de fabrique? La marque de fabrique de Bobo Dioulasso, elle est d'abord des valeurs d'hospitalité, des valeurs de convivialité, des valeurs d'intégration fortes. Et je dirais que ces valeurs-là débordent sur l'ensemble du Burkina. Parce que quand vous voyez que la plupart des ressortissants des autres villes du Burkina Faso sont représentés au sein de Bobo Dioulasso. J'en parle quand je parle de la description sociologique du marché de Bobo. J'ai eu la chance de vendre, étant enfant, c'est un marché que j'ai côtoyé. Je veux juste dire que si tous les ressortissants des autres villes ont été capables de trouver patte blanche à Bobo, ça veut dire que Bobo est un réceptacle d'unité, de synergie constructive entre les Burkinabés et même au-delà. Oui, mais est-ce que cela crée cet instinct grégaire de vouloir forcément se dire, parce qu'on est Bobolais, il faut toujours se retrouver, parce qu'on le sent à Ouagadougou par exemple, ou ailleurs où on se retrouve, Bobolais de tous les pays, unissez-vous. Mon cher Fousseni, je ne veux pas peut-être rentrer dans cette logique. Pour moi, peut-être que ça, c'est un réflexe facile. Je dirais, sociologiquement, lorsque vous êtes ressortissant d'un pays et que vous vous retrouvez à l'étranger, je suppose que je suis un individu X et que je croise un individu Y avec qui je n'avais pas forcément de meilleures relations. Mais le simple fait de le retrouver à l'étranger, dans un autre univers qui n'est pas le nôtre, ça va créer une attraction et un réflexe de se retrouver. Je ne dirais pas que fondamentalement c'est mauvais en soi, mais il ne faudrait pas que le fait de vouloir se retrouver crée une forme de sectarisme. Moi, je pense que c'est peut-être un partage de valeurs. Savoir qu'on vient d'un horizon précis, qui nous a enseigné un certain nombre de valeurs, mais je pense qu'il ne faut pas rester sur ça. Il faut laisser cette logique. C'est pour ça que c'est paradoxal de constater que les Bobolais, à un moment, ceux de ma génération, même ceux d'avant, ont massivement, à un moment de l'évolution de leur vie, quitté Bobo. Mais ça n'a pas empêché le fait qu'ils soient toujours attachés à cette ville-là. Je parle d'attachement, mais pas dans le sens de rester fermé. Je veux que tous les lecteurs de ce livre-là aient le sentiment que être fier de ce qu'on est, être fier de ce qu'on a ne signifie pas être fermé au changement, être fermé aux autres. Oui. Pour moi, c'est extrêmement Justement, important. C'est très important, professeur, parce que quand on lit le livre, on se rend compte que vous n'êtes pas un passéiste. Vous vous dites, c'est bien le passé de Bobo, il est glorieux, il a une histoire chargée, mais ayons de la hauteur, inspirons-nous des valeurs endogènes pour avancer, pour inventer l'avenir, comme dira Thomas Sankara. Je pense qu'il faut être passéiste, c'est limitatif à un moment. Parce que justement, notre monde est un monde planétaire sur lequel aucune autarcie ne peut fonctionner. Quand je regarde les pays, entre guillemets, qui sont supposés être des pays émergents, par exemple, je prends les BRICS, vous prenez l'Inde. L'Inde aujourd'hui est arrivée à un stade de sophistication économique très grand. Mais ils sont partis sur quelle base? Ils sont partis d'abord sur des valeurs endogènes.
il est difficile d'envisager un chef d'État indien qui porterait le costume. On va voir qu'il va porter l'habit indien. Mais ça n'empêche pas que c'est un formidable réservoir de technologie. Donc, à mon sens, il est important de puiser des valeurs dans ce passé-là. Parce que pour moi, hein, c'est le temps de l'Afrique. Hein. Notre papy Kizabo disait « À quand l'Afrique ?» Moi, je dirais que c'est aujourd'hui le temps de l'Afrique. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage que je vais sortir bientôt qui s'appelle « Plein temps d'Afrique ». Plein temps d'Afrique. Vous voyez le jeu de mots? On parle de printemps, moi je parle de plein temps. C'est-à-dire à temps plein, c'est le moment de l'Afrique actuellement. Autant ça a été le temps de l'Afrique dans le Moyen-Âge, qui n'était pas Moyen-Âge pour nous, c'est maintenant le temps de l'Afrique. Donc, puiser dans les valeurs endogènes pour viser l'avenir, viser le futur. Pour moi, c'est ça le défi. Et pour vous, la première richesse, c'est d'abord se vivre ensemble, qu'a su créer cette communauté exceptionnelle à Bobo Dioulasso. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce que notre pays est en crise aujourd'hui que il faut se poser les questions. Si ce pays a pu traverser toutes ces épreuves plus ou moins difficiles, c'est parce que justement il y avait un lien. Pour moi, le lien, c'est le vivre ensemble. J'appelle le Burkina la terre du Rakiré, parce que pour moi, ça ne veut pas dire que le parental à plaisanterie existe seulement ici, mais je crois que nous avons réussi dans le cadre de notre parcours à fluidifier cette parental à plaisanterie qui pour moi est le premier détonateur pour les conflits. Ça veut dire que c'est un phénomène de facilitation, d'intermédiation, de modération dans les rapports sociaux dans notre pays. Et pour moi, c'est le passage obligé. Oui. Il ne faut pas que ce soit des déclarations vides de sens, il faut qu'on le vive au quotidien. Exactement. Et vous êtes arrivé à prendre des exemples à Bobo Dioulasso, où par exemple on a les forgerons, où on a le quartier des artisans, où vous êtes arrivé à pouvoir nous montrer toute cette symbiose, cette cohabitation pacifique, cette cohésion sociale qu'on arrive à créer pour dire que si vous avez besoin de modèles, eh bien là vous avez des modèles. Tout à fait. Je pense que le principe d'archétypisme, les sociologues m'arrêteront si je me trompe, je crois que l'idée c'est de prendre des normes qui soient des normes positives. Il faut prêcher par l'exemple. Moi je crois que c'est la première expression d'un leadership affiché. Si l'on est capable de déceler dans une ville, dans un terroir, dans une communauté humaine des valeurs comme ça, mais on les érige en standard. Parce qu'on ne peut que gagner à travers des valeurs comme ça. Et cette division, cette association sociologique là, les différents corps de métier, les différentes communautés, pour moi, ça parle de vraiment cette symbiose, cette osmose humaine que j'ai pu voir à Bobo, que j'ai pu expérimenter moi-même, que j'ai pu pratiquer et qui est largement partagée au Burkina Faso. Aujourd'hui, il faut pas. J'aime bien ce proverbe un proverbe du terroir qui dit il ne faut pas juger le malade sur sa forme quand il est malade. Il faut se dire c'est peut-être parce qu'il y a un problème. En guide d'espoir, il faut se dire je souhaite qu'il retrouve la forme qu'il avait avant de tomber malade. Donc, je crois que appliquons cette logique, cette maxime à notre pays. Oui, pas que seulement dans les rapports sociaux, mais vous êtes allé aussi plus loin pour interroger un peu cette activité culturelle abondante, mais aussi cette activité culturelle qui a su créer une sorte de cosmopolisme où il y a eu l'émergence de beaucoup de grands artistes. Quand on prend le Burkina Faso au plan international et même au plan national, la plupart des grands artistes qui brillent sur le plan national ou international sont originaires du Bobo Dioulasso et c'est extraordinaire. Je crois que ça, c'est l'avantage des villes cosmopolites, des carrefours. Vous voyez, sans faire une digression, regardez, quand on parle partir de quartier latin, quand on parle de... Il y a certains quartiers, par exemple, à Paris ou dans d'autres villes. Et quand vous allez, par exemple, j'ai eu la chance d'aller à Saint-Louis aux États-Unis, vous vous rendez compte qu'il y a des villes comme ça qui ont ce cachet-là. Je crois que le fait que cette osmose et ces mélanges ont pu se créer à Bobo, ça crée forcément des émules. Vous avez vu les grands orchestres sur la base du Bembeya Jazz, du High Life. Vous avez vu le Volta Jazz, vous avez vu le Dafrasta, vous avez vu les groupes de percussion à Boloma côté, vous avez Koulé Dafuro, tout ça. Je crois que c'est le groupe Farafina de Mama Konaté. Voilà. Un des groupes mythiques qui a joué à Wembley. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Parmi les groupes africains, c'est un des tout premiers à avoir fait salle comme la Wembley. Tout à fait. Et il y a un élément que beaucoup de gens ne savent pas, il a fallu que je fasse des recherches pour le voir. Est-ce que vous savez que dans les années 70, par exemple, il y a un célèbre musicologue anglais qui est venu à Bobo juste pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire des aménagements entre les percussions, les balafons et la guitare électrique rock. Je crois que Bobo, c'est une tradition de culture
à l'image de notre pays. Il ne faut pas qu'on fasse des restrictions simplement sur la ville. La ville a son cachet, certes, mais je crois qu'il faut, c'est à l'image de notre pays. Vous ne vous posez pas la question pourquoi c'est ce pays-là qui a le FESPACO. C'est vrai qu'il y a eu la volonté politique. Regardez le nombre d'événements culturels qu'il y a dans ce pays-là. On a voulu faire de ce pays, très tôt, un hub culturel pour toute l'Afrique et le monde. Et professeur, dans votre livre également, Bobo D ni Bobo Sigui, vous dites qu'il n'y a pas que seulement la culture qui fait rayonner Bobo Dioulasso dans le pays, au Burkina Faso et ailleurs dans le monde, qui fait l'identité culturelle remarquable de Bobo Dioulasso, mais il y a aussi une activité économique abondante que vous avez décrite et que vous estimez qui est du fait aussi de ceux qui sont venus enrichir, ajouter de la terre à la terre. Toutes les villes carrefour ont cette connotation économique. C'est vrai qu'à un moment, dans le cadre de l'évolution de Bobo, pour des facteurs qui sont des facteurs structurels et conjoncturels, peut-être que l'activité a stagné, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y avait pas les bases objectives pour développer cette ville-là. Le marché de Bobo Dioulasso était un des marchés les plus florissants d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc je veux juste dire que les bases sont déjà là. Et ce n'est pas parce qu'à un moment précis, il y a une baisse où il y a eu une récession qu'il faut s'arrêter à ça. Parce que c'est vraiment philosophique d'abord. Considérer que la crise ne sera pas une crise permanente. C'est ça aussi. Donc je crois que... Et beaucoup d'études ont prouvé. Bobo Dioulasso, le MCA l'a montré, le Millennium Challenge Compte a montré que installer une zone franche sur Bobo Dioulasso, Banfora, Gawa, ça permettrait de donner par an au moins 2 à 3 points de croissance pour l'économie burkinabé en général. Oui. Voilà, donc... Et je l'ai dit tantôt, il y a des lieux communs, des idées reçues, mais vous êtes allé aussi dans le livre, vous l'avez dit, les chapitres portent le nom des quartiers de Bobo, des lieux emblématiques, des lieux assez extraordinaires, qui sont chargés d'histoire, de symboles, de cohésion, mais aussi de vivre ensemble. Vous parlez des quartiers comme à Carville, en descendant le pont, ou encore vous parlez des Bolomakouté, ou encore vous parlez de Kwa, qui a fait, dans un passé récent, beaucoup de bruit par une infrastructure sanitaire qui devait s'installer dans cette forêt-là. Et pour vous, en réalité, il ne faut pas que la politique politicienne vienne pervertir un peu tout ce travail formidable que les dévanciers ont pu faire pour la ville de Bobo. C'est une constante dans tout ce que j'écris. Je crois qu'il faut toujours valoriser les acquis. Nous sommes dans un siècle où la redevabilité et la transmission feront la différence. Je crois que des choses ont été faites de manière incontestable. Et quand je cite par exemple ces monuments, je mets en exergue tout autant cette idée de mixage, de melting pot culturel. Quand vous prenez par exemple la cathédrale Notre-Dame de Lourdes, quand vous prenez la mosquée de Dioulasso, qui est d'ailleurs, j'ai pris les piliers que j'ai mis sur la couverture, j'ai voulu montrer que c'est dans l'intégration, c'est dans l'osmose qu'on peut arriver à vaincre tout ce qui peut être comme effet adverse. Et pour moi, une telle concentration de sites, de monuments qui sont à la gloire de l'intégration et de la co-construction, c'est vraiment un capital marque énorme pour la ville de Bobo et pour le Burkina Faso par conséquent. Et je l'ai dit d'entrée d'émission, le livre est une sorte d'odyssée, de péripéties allaitantes, mais à la fin, vous vous dites qu'on va s'arrêter, pas forcément pour mettre un point final, mais pour se dire que Bobo, faisons en sorte qu'il ne reste pas plus un joyau défraîchi, suspendu dans le temps, mais qu'on puisse avancer. Je crois que, bon, mes collègues... Quels sont les ressorts? Les ressorts, je crois que mes collègues chercheurs, c'est une démarche méthodologique. Il faut identifier le problème. Il faut aussi anticiper sur les solutions. Je crois que rester simplement glousser simplement sur les valeurs historiques endogènes de la ville, c'est pas forcément ça. À un moment, il faut créer ce questionnement pour l'avenir. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'on imagine pour Bobo, pour 2040, pour 2050, pour notre pays, à l'échelle de cette ville-là, pour notre pays aussi. Je crois qu'à un moment, il faut se projeter forcément. Cette valeur de prospective, il faut que nous l'intégrions davantage. Bon, un chef d'État d'un certain pays a dit que l'Afrique avait manqué, n'était pas restée dans l'histoire. Moi, je crois que les gens l'ont suffisamment bien répondu. L'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Je crois que justement cette valeur de prospective, contrairement à ce que les gens pensent, ça fait partie des valeurs africaines. Mais peut-être qu'on ne fait pas suffisamment
cette promotion-là. Parce que quand vous allez dans les traditions, on disait, OK, dans 5 lunes, il y aura ça, dans 10 lunes, il y aura ça. Donc, mon idée, mon principe, c'est de se dire, on a fait des constats. On a vu la valeur historique de la ville. Et c'est pour ça que je titille un peu les lecteurs et tous ceux qui sont là en disant, une ville au passé historique, mais la destinée incertaine. La destinée, ça concerne l'avenir, les projections qu'on fait. Donc, c'est pour ça que j'invite chacun, les bobolais, les bobolaises de cœur d'adoption, de faire ce travail de projection. Et ça suppose créer des synergies, revoir ce qui fonctionne moins, et puis se projeter vraiment dans une dimension positive pour l'avenir. Professeur Dandinou, dites-nous franchement, en cas Bobo, si on veut qu'elle se réveille, oui, comment on fait concrètement? Merci pour la question. Je pense que d'abord, nous-mêmes, les bobolais de cœur d'adoption, il faut que nous changions cet incurseur. Parce que quand j'interroge, je me dis, les bobolais, dans la rédaction du livre, j'ai rencontré des bobolais dans le monde entier. L'idée, c'est personne ne fera l'avenir de Bobo autre que nous. Comment est-ce que vous expliquez que ces bobolais dont on dit qu'ils sont paresseux, Salvatore Lo, they are lazy people, mais quand ils sortent, ils percent, ils réussissent. Mais quand même ils réussiraient, il faut qu'ils soient capables de réinvestir une partie de cette réussite-là à Bobo. Je pense que ça, c'est déjà ça. Donc, en Bolo-Roman, il faut que nous puissions nous donner la main et puis nous dire que ce n'est pas en restant fermé non plus. Il faut garder justement ce cachet intégrateur de la ville de Bobo. Hein? Vous allez voir que toutes les autres villes sont représentées de manière microclimatique à Bobo. Ce n'est pas rien. Donc à nous de prendre tous ces éléments-là. C'est comme si on prenait un fumier extrêmement riche pour enrichir un champ. Je prends une image métaphorique pour montrer que le développement et l'essor de cette ville-là passeront forcément par la création de synergies constructives entre les Bobolais et les autres. Parce que nous sommes au sein du Burkina et faisons en sorte que l'essor de Bobo correspondra avec l'essor de notre pays aussi. Surtout que vous avez démontré dans le livre qu'en réalité, les générations qui se sont succédées dans la ville de Bobo-Dioulasso, c'est des générations qui ont toujours un fil conducteur. De la première génération à la génération d'aujourd'hui, on a toujours des passerelles qui leur permettent de s'entendre, de se comprendre. Et donc, ça peut être déjà un ferment pour avancer. Je pense que c'est ça le lien. Garder ce lien-là, il est fondamental. Parce que c'est ce lien-là qui nous tient. Le fil de notre vie, c'est cette ville, c'est notre pays. Je pense que il faut aussi que les gens fassent très attention. Aucune ville de Burkina Faso ne s'éveillera sans les autres. Bobo est ce qu'elle est parce qu'elle est au sein du Burkina Faso. Bobo est ce qu'elle est parce qu'il y a eu d'autres forces constructives. Parce que, comme je le dis et je le répète, ce pays est un pays unique pour moi. Donc, cette passerelle, c'est ce fil conducteur de valeurs. Pour moi, ça dépasse tous les gisements de pétrole et autres choses. S'il y a un fil conducteur, s'il y a un brassage permanent, ben, je crois que rien n'est impossible. Et ce qui est intéressant dans votre livre Bobo Deni Bobo Sigui, c'est que vous n'êtes pas nostalgique, vous n'êtes pas non plus chauviniste, c'est-à-dire vous n'êtes pas trop accroché beaucoup plus à la terre de Bobo, mais vous vous dites que ce modèle a besoin d'être réinventé. C'est pour ça, lorsque j'ai eu à défendre le livre sur d'autres plateaux, à l'étranger, au Burkina, j'ai toujours dit, il ne faut pas restreindre le paradigme du livre. J'ai pris ça comme un archétype de valeur constructive, mais il ne faut pas rester passéiste. Rester passéiste, c'est se fermer au développement, se fermer à l'avenir. Il faut être conscient des richesses qu'on a, du capital qu'on a, mais si on n'est pas capable de se projeter, ce n'est pas la peine. Voilà, donc je pense que des exemples comme la Chine le prouvent. Aujourd'hui, plus que jamais, les Chinois puisent dans leur identité culturelle, dans leurs valeurs endogènes. Lorsque vous voyez un des plus grands projets du président Xi Jinping, je m'excuse de le citer, c'est la nouvelle route de la soie. Vous vous rendez compte? Cette Chine qui a été visitée par Kublai Khan, qui a été Marco Polo, etc., ils se sont rendus compte que sans se fonder sur leur passé, il serait impossible pour eux de prétendre au leadership mondial. Bobo Deni, Bobo Sigui, c'est en langue dioula. Oui. Et en français, comment on peut le traduire? Moi, je dirais Bobo Deni Bobo Sigui. C'est un enfant de Bobo et le fait de vivre à Bobo. Pour moi, je dis, j'affirme cette appartenance à Bobo parce que j'ai passé une partie de mon enfance, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Mais en même temps, je dis, vivre dans une ville aussi vous ramène à un certain nombre de valeurs. C'est ce que j'ai voulu dire. Et il m'a semblé important, c'est vrai que j'ai mis un sous-titre en français, mais il m'a semblé important aussi en même temps de faire la promotion de ces langues locales. Parce que c'est important.
C'est important. Quand vous voyez à l'étranger, pourquoi des universités américaines étudient le Swahili, étudient le Hausa, étudient le Yoruba, et que nous-mêmes, nous faisons une déperdition de nos langues nationales? C'est une question qu'il faut se poser aussi. Parce que ça aussi, c'est une piste pour atteindre le développement. Oui. C'est pour ça que je l'ai fait. Et pour atteindre le développement, vous le dites aussi dans Bobo Deni, Bobo Sigui, quand en réalité, le livre n'est pas que historique, même si vous convoquez l'histoire. Tout à fait. Vous convoquez la sociologie, vous convoquez l'anthropologie. Comment on doit prendre ce livre? Pour répondre en français simple, je dirais que ce livre doit être pris comme un pis-aller. Il doit être pris comme plusieurs valeurs. C'est comme si vous voulez concocter un bon plat. Il faut être capable de prendre plusieurs condiments, plusieurs consommables différents. Je pense que la richesse du plat aussi, c'est peut-être la variété des condiments et surtout le savant dosage que vous êtes capable de faire. Il m'a semblé limitatif que de donner simplement au livre une valeur de livre historique ou sociologique. Pour moi, il était important de faire ce brassage-là, de faire ce melting pot de valeurs pour pouvoir ressortir vraiment l'idée que j'avais. C'est de dire, de vivre ensemble, il faut le promouvoir au quotidien. Ce qu'on a de beau, il faut travailler dessus. Ce qu'on a de moins beau, il faut quelquefois s'adapter. Il faut aussi faire et avancer. Parce que le plus important, c'est d'avancer. D'avancer avec confiance. Professeur Danguinou, où est-ce qu'on peut trouver le livre à Bobo, d'abord, et ailleurs au Burkina et dans le monde? D'accord. À Bobo, vous pouvez le trouver, on va laisser le numéro. Ici, j'ai voulu aussi casser le paradigme du livre. Vous appelez, le livre vous sera livré. Voilà. Dans les librairies qui sont disponibles, vous pouvez trouver peut-être à Librairie Mercury. Jeunesse d'Afrique, le stock était épuisé, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour réparer ça. J'ai essayé de faire aussi, de miser vraiment sur la qualité. Et tous ceux qui voudront me faire l'honneur et le respect en lisant ce livre, on va laisser des numéros à toutes fins utiles pour que vous puissiez appeler, pour que le livre vous soit livré, ou que vous puissiez le trouver dans les structures relais qui font la distribution du livre. Merci à vous, professeur Lazare Danguinou, d'être venu nous parler de votre essai littéraire, Bobo Deni, Bobo Sigui. Un essai littéraire qui est considéré comme une sorte d'odyssée de péripéties haletantes sur la ville de Bobo-Dioulasso, une ville chargée de traditions et d'histoire. Et certainement que vous avez d'autres projets littéraires. Merci d'abord de m'avoir reçu, cher Fousseni. Je dirais que c'est vraiment il y a une longue liste qui suit. Je prépare pour, Dieu voulant, pour la philo, un coffret avec au moins 3 ouvrages dedans, un essai politique, un roman sur de mœurs et puis un recueil de poèmes. Merci à vous d'être passé nous partager le contenu de votre livre. Je rappelle que vous êtes essayiste, enseignant, chercheur, consultant, passionné pour la communication mais aussi pour le changement par les implications de l'intérieur. Vous reviendrez sur ce plateau à tout moment que vous le souhaitez. Le plaisir est mien. Merci encore de m'avoir aussi bien accueilli. Voilà, on s'arrête là pour cet écrit de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.